Bonjour tout le monde, on va se plonger aujourd'hui dans l'analyse de nos documents sources sur un sujet vraiment captivant, le monde hybride des droits de propriété au Maroc. C'est un univers en fait où l'ancien et le moderne ne font pas que se croiser, ils s'entremêlent complètement. Ça crée un cadre juridique unique au monde et comme on va le voir, c'est la preuve vivante que la tradition peut tout à fait survivre et s'adapter à notre époque moderne. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet avec un mystère assez incroyable. D'après les textes, comment est-ce qu'un concept foncier tout droit sorti d'Australie du Sud, et datant de 1858 s'il vous plaît, a pu atterrir au Maroc pour régir les terres modernes? Et ça, juste à côté de coutumes islamiques millénaires. C'est quand même pas banal de voir des influences aussi éloignées se télescoper. On va décortiquer comment ces deux univers juridiques qui, sur le papier, n'ont absolument rien à voir, arrivent à coexister et même à fonctionner ensemble dans un seul et même pays. Alors, voici notre petit programme d'aujourd'hui. On va d'abord explorer ce fameux système hybride, puis on s'arrêtera sur les immeubles dits MELK avant d'aborder les redoutables droits de préemption. On fera ensuite un petit détour par les contrats agricoles traditionnels pour enfin terminer sur la révolution qui a été l'immatriculation foncière. Allez, c'est parti pour notre première section, un système foncier hybride, véritable carrefour juridique. Pour bien comprendre, il faut s'appuyer sur le texte de Paul de Croo, qui est vraiment la référence fondatrice pour illustrer cette fameuse dualité. Ce que l'auteur décrit, c'est un droit qui est à la fois profondément ancestral et en même temps résolument moderne. Et c'est ça qui est fou. Ce système a réussi à garder tout son charme coutumier tout en faisant peau neuve pour survivre à l'urbanisation massive qu'on connaît aujourd'hui. En gros, ce n'est pas juste un vieux truc poussiéreux dans un musée, c'est un véritable organisme vivant. Ce qui saute aux yeux ici, c'est cette fracture centrale. D'un côté, on a ce monde non immatriculé, là c'est le règne du droit musulman et de la coutume locale, et juste en face, sur la droite, on a le monde moderne, un monde carré, basé sur des documents officiels et des registres fonciers ultra stricts. Le truc, c'est que ces deux mondes doivent cohabiter sur le même territoire, ce qui crée un jeu d'équilibriste permanent entre les traditions d'hier et l'administration bureaucratique d'aujourd'hui. Passons à notre deuxième point, qui est fascinant. Les immeubles MELK ou le pouvoir absolu de la possession. Alors, ce qu'il faut absolument retenir du statut MELK, c'est qu'il est basé à 100% sur la sociologie et sur ce que voit et dit la communauté. Oubliez le coffre-fort avec un joli titre de propriété sur papier glacé, ici c'est la mémoire collective du village ou du quartier qui fait foi. En gros, si quelqu'un cultive un lopin de terre à la vue de tous et que personne ne s'y oppose, eh bien cette réalité purement sociale se transforme en véritable droit juridique. C'est une façon extrêmement humaine et complètement organique d'envisager la propriété. Et c'est là qu'opère la magie de ce qu'on appelle la prescription acquisitive. La règle est implacable. Comme on le voit sur cette frise, au bout de 10 ans d'une possession continue et paisible, boum, le possesseur peut légalement bloquer n'importe qui que revendiquant la terre. En fait, c'est le temps lui-même qui crée le droit. Par contre, il y a une exception géniale dans nos sources. Si les personnes qui s'opposent à ça sont des orphelins ou des personnes absentes, le délai passe carrément à 40 ans. Ça garantit que les plus vulnérables ne se fassent pas voler leur terre dans leur dos. Et attention, on ne parle pas juste d'une vague coutume de village. Ce texte qu'on voit là, c'est un extrait d'un véritable arrêt de la Cour suprême qui vient graver dans le marbre cette règle des 10 ans. C'est une preuve assez incroyable de la manière dont la jurisprudence moderne, la vraie justice étatique, a été obligée d'absorber ces principes islamiques. Elle reconnaît noir sur blanc que l'usage quotidien finit littéralement par fabriquer la loi, et ça s'impose même devant les juges les plus haut placés. On avance vers notre troisième section, les droits de préemption, ou comment garder le bien au chaud dans la famille. Alors, parlons de la Shefa. Ce mécanisme, c'est ni plus ni moins qu'une forteresse juridique imaginée pour que la propriété reste unie. Imaginez la scène. Un des copropriétaires décide de vendre sa part d'héritage à un parfait inconnu. Eh bien, la famille a le super pouvoir de virer cet acheteur extérieur en lui remboursant tout simplement le montant de la vente. C'est le bouclier ultime pour empêcher n'importe quel étranger de venir fouiner dans les affaires familiales. Ouais, mais alors que se passe-t-il si un petit malin dans la famille essaye de vendre non pas juste sa part, mais l'intégralité du terrain d'un seul coup, en zappant complètement les droits de tous les autres? C'est ce que les sources appellent la vente Safka. C'est un coup de poker juridique qui va forcer toute la communauté à réagir et à sortir les griffes pour éviter que leur patrimoine commun ne soit liquidé. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre la Shefaya et le DOM, comme on le voit dans ce tableau. La différence est radicale. Si on est face à une vente globale abusive, ce droit de DOM entre en jeu et permet aux copropriétaires lésés de carrément s'emparer de toute la transaction. Donc, la famille ne subit pas, elle a des armes vraiment puissantes pour repousser les gens de l'extérieur.
L'objectif, à chaque fois, c'est de préserver à tout prix le tissu social et de garder la terre intacte. Allez, quatrième partie de notre exploration, les contrats agricoles traditionnels, ou l'art de travailler la terre. Prenez le contrat Mogarasa, c'est un mélange super ingénieux de travail manuel et d'investissement à long terme. Pensez-y 2 secondes. Un propriétaire possède un terrain complètement vide. Il fait venir un agriculteur qui se met à y planter, disons, des oliviers. Et là, le truc magique, c'est que dès que ces arbres donnent leurs premiers fruits, l'agriculteur devient automatiquement copropriétaire de la terre et des arbres. Pas besoin de sortir un seul centime pour acheter la terre. C'est littéralement la sueur de son front qui se transforme en capital immobilier. C'est brillant, non ? Et si on regarde le métayage Ramessa, qui est représenté ici, le calcul est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, le nom vient du mot arabe pour 5. Ça marche comme ça. Le propriétaire met la terre et les graines sur la table, et hop, il récupère 4/5 de la récolte. Le travailleur rural, lui, qui fournit toute l'huile de coude, prend le dernier 5e. C'est une mathématique implacable qui a façonné toute l'économie rurale du pays pendant des siècles. On arrive enfin à notre 5e et dernière section, l'immatriculation foncière, le grand virage moderne. Et là, préparez-vous pour le rebondissement géographique de l'histoire. Pour moderniser tout ça, nos sources nous apprennent que le système d'immatriculation marocain s'est inspiré d'une loi d'Australie du Sud de 1858, le fameux Acte Torrens. Comment est-ce qu'on règle les problèmes de disputes interminables du vieux système? On va chercher un modèle réputé pour sa rigueur absolue à l'autre bout de la planète. Ça ne s'invente pas. Ce système Torrens, en fait, il fonctionne comme une énorme gomme. C'est la table rase. On a 3 étapes clés. D'abord, la purge juridique. C'est assez brutal, on efface complètement toutes les anciennes réclamations qui n'étaient pas enregistrées. Ensuite, la spécialité foncière. On sort les instruments et on cartographie la parcelle au millimètre près. Et pour finir, l'effet constitutif. En gros, votre droit de propriété n'existe que si, et seulement si, il est écrit noir sur blanc sur le registre. Fini les témoins du village, fini l'ambiguïté du système Melk, c'est le triomphe absolu du papier. Cette petite citation sur l'acte Torrens, elle illustre parfaitement une migration historique complètement dingue de la théorie juridique. Ça montre à quel point le monde du droit est interconnecté. L'idée d'un parlementaire australien au XIXe siècle se retrouve à organiser les plaines et les villes d'Afrique du Nord. Ça prouve vraiment qu'une idée administrative en béton peut traverser les océans et les cultures pour répondre à un besoin universel, le besoin de clarté. Ce qui nous amène à cette grande question finale. Est-ce que le système Melk, tellement fluide et ancré dans le passé, va finir par se faire totalement avaler par le monstre bureaucratique qu'est le registre Torrens? Ou bien est-ce que le Maroc va garder pour toujours cette dualité juridique si fascinante? C'est une vraie réflexion sur ce que la propriété au fond, sur le poids de nos cultures et sur le temps qui passe. Est-ce que le papier va tout uniformiser ou est-ce que la mémoire humaine aura toujours le dernier mot? Je vous laisse méditer là-dessus. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration avec moi dans l'une des architectures juridiques les plus originales qui soient.